Un immeuble semi-commercial, c'est quoi? Donc, c'est un immeuble dans lequel il y a une mixité des usages. Donc, on va avoir des usages résidentiels et on va avoir des usages commerciaux. Donc, il peut y avoir un commerce ou plusieurs commerces. Généralement, ça va se trouver au rez-de-chaussée et on va avoir des logements, généralement dans les parties supérieures, dans les parties arrière, sur le côté. Donc, on a vraiment une mixité des usages. Donc, on en retrouve de toutes sortes au Québec et partout dans les villes à travers le monde, dans les villages, dans les villes. Donc, généralement, dans le cœur des villages, dans le cœur des villes, sur les rues commerciales. Historiquement, les immeubles semi-commerciaux ont eu leur importance. Donc, et ce qu'on voit beaucoup, et de moins en moins, là, mais ce qu'on voyait beaucoup à une certaine époque, c'était le propriétaire du commerce au rez-de-chaussée était souvent le propriétaire du bâtiment et il habitait dans les étages supérieurs avec sa famille. Il pouvait avoir quelques logements supplémentaires. Donc, ça, on le voit de moins en moins. D'ailleurs, c'est même une opportunité que je peux vous parler. Donc, moi, j'en ai même acheté de ces personnes-là. Donc, des gens qui vont décider de prendre leur retraite, ils vont fermer leur boutique au rez-de-chaussée et ils vont quitter. Donc, ils vont soit qu'ils n'ont pas réussi à vendre leur commerce ou qu'ils ferment tout simplement et ils vont mettre en vente leur propriété. Donc, ça, là, dans les prochaines 10-15 ans, avec le vieillissement de la population au Québec, ça va être une opportunité qu'on va voir dans les immeubles semi-commerciaux. Donc, ici, à l'écran, vous voyez 3 des exemples des immeubles que j'ai achetés depuis 2017. Donc, j'ai une petite, je l'aime bien celle-là, je vais l'agrandir un petit peu. J'ai mis une espèce de pyramide que j'ai créée des demandes. Donc, les gens qui veulent acheter des immeubles, les immeubles qui vont être les plus en demande, je les ai mis dans le bas de ma pyramide. Un peu, c'est comme ma version de la pyramide de Maslow, mais côté immobilière. Donc, on a les maisons, les condos que les gens vont vouloir habiter. J'aurais pu mettre les logements locatifs, mais ici, je parle vraiment des gens qui veulent acheter leur propriété. Donc, les maisons, les condos. Ensuite de ça, nous, en immobilier locatif, bon, l'entrée de gamme, ça va être généralement, pas l'entrée de gamme, je ne vais pas le dire de façon péjorative, mais ce que les gens ont plus facilement accès, ça va être les petits plex, donc de 2 à 5, de 2 à 6 logements. Ça, c'est plus accessible. Généralement, le multilogement, donc c'est les 6 unités résidentielles ou plus. Donc là, il y a de moins en plus je monte dans ma pyramide, moins il y a de monde qui sont intéressés à acheter ce genre de propriété-là. Donc, il y a moins de monde qui veulent acheter du multilogement qu'un plex ou qu'une maison. Et moi, je me suis venu me positionner aujourd'hui un petit peu plus haut que ça. Donc, j'ai mis le semi-commercial en haut des immeubles multi-résidentiels. Donc, la demande, elle est moins forte. Et vous allez voir dans les prochaines diapos, je vais expliquer le pourquoi il y a moins de gens, il y a moins d'investisseurs qui sont intéressés à acquérir et faire la gestion d'un immeuble semi-locatif. Et par la suite, bon, les immeubles commerciaux et les immeubles industriels, donc plus on monte vers le haut, moins il y a de demandes. Ce qui peut être une opportunité à exploiter également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui ont la difficulté à se lancer ou qui ont peur de se tromper à faire leur première transaction et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, j'ai commencé, moi, ça fait déjà une quinzaine d'années avec un petit condo, ensuite un quadruplex, et etc. Donc, de fil en aiguille, un autre quadruplex, un 6 logements, un 8, un 12, un 27, etc. Donc, on possède des parts dans 105 unités résidentielles et commerciales. Donc, ce qui est mon sujet du jour. Pourquoi il y a moins de demandes pour des immeubles semi-commerciaux dans la pyramide qu'on vient de voir? Donc, j'ai vraiment plusieurs raisons. La première, selon moi, le financement est plus difficile pour plusieurs raisons. Donc, j'ai posé tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, j'ai posé dans ma page professionnelle, ma page Facebook professionnelle, j'ai posé la question, complétez la phrase suivante. L'immobilier semi-commercial est, 3 petits points, et je demandais aux gens de compléter la phrase. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, c'est compliqué, c'est plus dur à financer, c'est un paquet de troubles. Donc, une des raisons, c'est plus difficile à financer, ça en fait partie. Donc, pourquoi? La durée de l'amortissement sur un immeuble semi-commercial, et là, je ne veux pas généraliser parce que dépendamment des banques, ça va varier. Okay? Mais de façon générale, l'amortissement, donc la durée de temps qu'on peut prendre un prêt, donc dans l'immobilier résidentiel, souvent, par défaut, c'est 25 ans. Ça peut aller même jusqu'à 50 ans sous certaines conditions. Dans l'immobilier semi-commercial, de façon standard, c'est à peu près 20 ans. Ça peut varier, là. Moi, j'en ai à 22 ans, il y en a qu'on a réussi à mettre sur 25 ans, mais de façon de base, quand on fait notre analyse, on va le faire sur 20 ans. Donc, plus c'est court, mais ça veut dire que plus les mensualités risquent d'être élevées. Donc, il y a moins de personnes qui vont être capables de se qualifier. Encore là, tout va dépendre des revenus de la propriété. Le
taux d'intérêt sur un immeuble semi-commercial est plus élevé que sur un immeuble 100% résidentiel. Donc, moi, j'en ai plusieurs qui sont financés. Donc, moi, je suis financé en financement entreprise ou financement commercial. Et quand j'arrive avec un immeuble semi-commercial ou commercial, ben, je vais être plus élevé que dans le même département de financement, mais pour un immeuble 100% résidentiel. Donc, ça vient diminuer les montants de financement. Les dépenses harmonisées peuvent être plus importantes. Donc, quand la banque va analyser votre dossier, quand vous allez analyser votre dossier, il y a une dépense, entre autres, qui va être plus importante. C'est une dépense que j'appelle une dépense fictive, mais c'est la vacance locative. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que votre commerce ou vos commerces vont être tout le temps loués à 100%. Donc, dans le résidentiel, on va généralement prendre un 4 à 6% de taux de vacances, donc d'inoccupation et de mauvaises créances. Dans le commercial, ça va être un peu plus élevé. Donc, ça pourrait, moi, généralement, par défaut, je vais prendre 10 pour le commercial. Mais quand on parle de semi-commercial, des fois, il faut faire un ratio là, entre les deux. Donc, ça peut varier de 7 à 12, par exemple. Donc, les banques, dépendamment de c'est qui les locataires, vous êtes dans quel secteur, dans quelle ville au Québec, etc., ce pourcentage d'inoccupation va être généralement plus élevé que dans un immeuble 100% résidentiel. Bon, il y a toutes sortes de mais là, que je pourrais dire. Là. Si je vous arrive avec une clinique médicale qui a un bail de 15 ans, c'est sûr que la banque va prendre ce chiffre-là en considération et votre taux d'inoccupation va être un peu plus bas. Un commerce vacant peut tuer votre refinancement ou votre financement. Donc, ça peut autant à l'achat que quelques années plus tard quand vous voulez refinancer. Donc, prenons un cas qui est le mien où en 2017, je fais l'acquisition d'un immeuble semi-commercial, 6 logements au deuxième, troisième étage, 2 commerces au rez-de-chaussée. Et 1 an après notre acquisition, un des commerces du rez-de-chaussée a fermé. Donc, on s'est retrouvé avec un commerce vacant, donc pendant quelques années. Et quand on est arrivé pour refinancer notre immeuble, nous, à notre terme, on avait pris un premier terme de 3 ans, le montant de refinancement que j'obtenais était plus bas que mon solde hypothécaire, littéralement. Donc, on avait réussi à négocier avec la banque pour accoter au moins notre solde hypothécaire, mais ça peut être un petit peu plus risqué. Donc, je ne veux pas vous décourager parce que je parle un peu des inconvénients, mais vous allez voir, je vais parler des avantages dans quelques minutes. Mais c'est des trucs qu'il faut prendre en considération. Donc, vous perdez un locataire, mais ça peut affecter votre futur prêt hypothécaire si vous changez d'institution financière ou si vous voulez refinancer. Moi, dans mon cas, j'ai changé d'institution financière. Certains types de locataires peuvent être considérés comme étant indésirables du point de vue financement. Donc, par exemple, là, je ne veux pas généraliser encore, mais de façon régulière, là, les restaurants, il y a certaines banques qui n'aiment pas ça. Okay? Donc, si vous achetez un semi-commercial avec un restaurant au rez-de-chaussée, là, votre financement peut devenir vraiment compliqué. Donc, ça peut être maximum 50% de la valeur de la propriété ou du prix que vous allez payer, avec toutes sortes de conditions strictes. Donc, les bars, les restaurants, dans certains cas, ils vont dire les salons de coiffeuse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, de coiffure. Et les tatoueurs. Les banques n'aiment pas toujours ces éléments-là. Donc, votre financement bancaire va être un petit peu plus compliqué à obtenir. Une autre raison pour laquelle il y a moins de demandes, et ça, je l'ai entendu souvent, parce que quand on regarde, là, si vous allez voir les immeubles en vente, les immeubles commerciaux, semi-commerciaux, c'est écrit à côté du prix, plus TPS, TVQ. Donc, pour ceux qui ne sont pas du Québec, ça, c'est les taxes de vente, là, la TVA, dans d'autres parties francophones. Donc, faites attention parce qu'on ne la paye, ne la débourse pas, cette taxe-là. En tout cas, au Québec, là, quand on fait des inscriptions correctement avec notre comptable sur nos actes de vente, il va le prendre en compte, mais nous, on n'a pas à payer cette TPS, TVQ-là. Donc, ils font des inscriptions comptables in and out, mais le montant de plus 15%, on n'a pas à le débourser. Puis, il y en a qui vont le débourser et qui vont le réclamer là, à la fin de l'année. Mais si c'est bien fait chez le notaire, on n'a même pas à le faire. Donc, les gens vont dire, oui, mais il faut que j'ajoute 15%. Non. Les gens vont penser, en apparence, que c'est plus complexe faire la gestion d'un immeuble semi-commercial. Donc, je dis l'inconnu fait peur par rapport au résidentiel. Donc, des immeubles 100% résidentiels, un plex, un 6 logements, c'est assez simple et facile à comprendre. C'est assez standard. À peu près tout le monde a déjà habité en logement, a déjà signé un bail. On comprend comment ça marche. On a vu des gens qui habitaient là. On sait comment. Mais quand on arrive et qu'on dit, moi, je vais m'acheter, puis là, j'ai un dépanneur, j'ai une boutique, j'ai un salon de... Comment on gère ça? Parce qu'on n'a pas le même bail résidentiel.
Dans le résidentiel, on a un bail, un formulaire qui est imposé par le gouvernement du Québec, le tribunal administratif du logement, mais on n'a pas ça du côté commercial. Donc, pour certaines personnes, ça peut sembler plus compliqué. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, dans certains cas, moi, la majorité de nos locataires commerciaux, c'est beaucoup plus simple que nos locataires résidentiels. Donc, mais en apparence, comme les gens ne connaissent pas ça, ils vont penser que c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a plein de choses à prendre en compte parce que les locataires, quand ils vont vouloir aménager dans votre local, dans un logement, il n'y a pas grand-chose à négocier. On peut peut-être négocier la peinture, un changement de plancher, mais dans un bail commercial, tout est négociable. Le locataire pourrait me négocier, qui va payer, vous allez voir, j'en reparle un peu plus tard, mais qui va payer les taxes, qui va payer les assurances, qui va payer les améliorations au local, qui va payer si jamais on aura à refaire la toiture sur l'immeuble. Un locataire résidentiel, ça ne le concerne pas. Il va avoir une augmentation l'année d'après, mais dans un bail commercial, si c'est écrit que c'est partagé entre les locataires, au prorata de la superficie qu'ils occupent dans l'immeuble, ben, ça peut être une facture qui est salée. Donc, il y a plus d'éléments à prendre en compte dans un bail commercial. Généralement, il faut se faire aider d'un notaire, d'un avocat. Donc, nous, maintenant, on les fait nous-mêmes, nos beaux commerciaux, parce qu'on a l'habitude, mais il y a plus d'éléments à prendre en compte. Donc, ça peut avoir l'air plus complexe, même si, honnêtement, ça ne l'est pas tant. Le risque de vacances locatives peut être prolongé. Qu'est-ce que je veux dire par vacances locatives? Donc, si un locataire commercial quitte sa boutique, son commerce, mais ça se loue moins rapidement généralement qu'un logement résidentiel. Moi, un locataire résidentiel me demande de quitter, probablement que le mois d'après, je vais déjà avoir loué son logement. Dans un commerce, pas nécessairement. Le pire des cas, j'aime ça donner mes exemples, mais le pire cas que nous, on a eu, ça nous a pris pratiquement 4 ans et demi de vacances commerciales. Donc, le locataire a quitté en fin 2018 et on vient de relouer au moment où j'enregistre ça. On vient de relouer le local et on est en train de le rénover pour le remettre les clés le mois prochain. Donc, dans certains cas, ça peut être long. Donc, il faut être capable, dans nos chiffres initiaux, de prendre ça pour acquis, de dire qu'est-ce qui va m'arriver si je n'ai pas de locataire commercial pendant 2 ans dans une boutique, 2 boutiques. Mais, encore là, chaque problème peut être une opportunité. Moi, beaucoup des immeubles semi-commerciaux qu'on a achetés, au moment de l'achat, il y avait des commerces vacants. Pourquoi c'est une opportunité? Mais parce que généralement, on va être capable de négocier un prix d'achat beaucoup plus bas pour être capable de s'assurer que nos chiffres vont fonctionner. Et après coup, on va arriver et on va faire une optimisation. Donc, ça peut être vraiment un beau coût très payant, mais si vous payez en conséquence. Donc, dans un immeuble commercial ou semi-commercial, une partie de la valeur de cet immeuble-là doit être incluse dans le prix d'achat. Les immeubles semi-commerciaux sont moins liquides. Qu'est-ce que je veux dire par moins liquide? Parce qu'on parle d'un immeuble avec de la brique et de la pierre et du bois, là. Mais ce n'est pas en termes de liquidité de l'argent, mais ça se vend moins rapidement. Donc, comparément à un plex, un immeuble multirésidentiel où on le met en vente et quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est réglé. Dans les immeubles semi-commerciaux, comme on l'a dit tantôt, le financement est plus compliqué. Il y a moins de personnes, il y a moins de demandes qui sont intéressées. Donc, un immeuble semi-commercial peut traîner sur le marché s'il n'a pas été mis au bon prix ou si la condition économique de la zone ne le prêche pas. Si toute la rue est déserte et il n'y a aucun commerce d'ouvert, ça ne va pas être très intéressant, à moins de payer un prix très bas pour ces immeubles semi-commerciaux-là. J'aime ça, mais la journée où je vais vouloir vendre, il va falloir que je sois un petit peu plus patient et que mon prix soit réaliste. Et là, ce qu'on vit depuis, au moment où j'enregistre la vidéo, ce qu'on vit depuis un petit peu plus qu'1 an au Québec et au Canada, les taux d'intérêt sont fortement à la hausse, ce qui vient impacter fortement à la baisse les valeurs de financement des immeubles semi-commerciaux. Ben, les immeubles semi-commerciaux, ils ne se vendent pas vite, là. Ou ils ne se vendent pas. Okay? Donc, il va falloir qu'il y ait un ajustement de prix qui se fasse ou qu'il y ait des gens qui soient créatifs là, pour être capables de les transformer. L'exigence en capital initial, elle est plus élevée. Donc, généralement, la mise de fonds initiale, elle est plus élevée. Donc, de façon standard, là, dans un petit plex, ça va être 20 25 dans d'autres types d'immeubles. Mais quand on arrive dans l'immobilier semi-commercial, c'est assez fréquent de voir des 30 Il y a certaines banques qui vont y aller avec du 25 là. Ça va dépendre de votre qualité de locataire et de plein d'autres facteurs, mais prenez pour acquis, c'est un minimum de 30 Et je vous le dis, ça, c'est en théorie. Depuis la montée des taux,
C'est assez fréquent de voir des 50, 60, 65. J'ai même vu des cas où j'analysais à 70% de mise de fonds qu'il faut apporter parce que les montants de financement ont baissé. Ça ne veut pas dire que l'immeuble n'est pas intéressant, mais il va falloir avoir toute une stratégie créative pour en faire l'acquisition, l'optimisation et être capable de le refinancer. Ensuite de ça, en conventionnel. Il n'y a pas juste des désavantages, il y a aussi des avantages à avoir des immeubles semi-commerciaux. Nous, c'est surtout ça qu'on a acheté depuis 2017. Donc, pourquoi? Pour certaines raisons que je viens de dire, qui étaient des problèmes, ça peut se tourner en avantage. Donc, si c'est plus difficile à financer, c'est plus long à vendre. À un moment donné, les vendeurs se tannent. Ils veulent disposer de leurs immeubles. Ils veulent partir à la retraite. Ils sont tannés de s'en occuper. Ils n'ont plus d'intérêt. Et donc, quelqu'un qui ferme sa boutique, lui, là, le cœur de son métier, là, il vendait peut-être des souliers depuis 45 ans dans sa boutique ou des disques de musique, comme ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas l'immeuble commercial là, qui l'intéresse ou les logements locatifs. Ça, c'était comme un à côté qui lui permettait d'avoir sa boutique. Mais quand il décide de fermer son commerce ou toute autre raison, il veut s'en aller, il ne veut plus avoir de problème. Donc, ça peut être une opportunité pour vous de négocier des conditions avantageuses en termes de prix, en termes de balance de prix de vente, en termes de garantie de loyer. Donc, admettons qu'il y a des commerces qui sont vacants, on est capable de demander aux vendeurs de nous donner une garantie de loyer comme si c'était loué, donc de nous payer l'équivalent, par exemple, d'un an de loyer, même s'il n'y a pas personne qui occupe le commerce. Donc, je me suis même fait proposer encore il y a quelques mois, quelqu'un qui était prêt à nous donner l'équivalent de 200 000 $ de loyer locatif sur un an parce que son immeuble était complètement vacant. Donc, lui, ça venait un peu diminuer son prix de vente finalement. Donc, plus de pouvoir de négociation avec les vendeurs. Il n'y a pas de tribunal administratif du logement ou si vous êtes ailleurs dans la francophonie, là, le tribunal qui va régir les droits des propriétaires et des locataires résidentiels, mais dans le commercial, au Québec du moins, ça n'existe pas. Donc, c'est régi par le Code civil du Québec. Donc, on a le droit de négocier à peu près ce qu'on veut. On a même le droit de sortir de ce qui est écrit dans le Code civil. Tout est à être négocié, donc évidemment, il ne faut pas rien mettre d'illégal là-dedans, là, mais tout est à être négocié. Qui paie quoi, qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc ça, c'est un très gros avantage qu'on peut avoir en immobilier, commercial ou semi-commercial. Le rendement peut être assez élevé et où on peut créer beaucoup de valeur avec des immeubles semi-commerciaux. Donc, je donne des exemples. Donc, la location au pied carré ou au mètre carré, elle est souvent, et là encore là, quelqu'un pourrait me contredire, je n'aurais pas de problème avec ça, mais elle est de façon générale plus élevée que le prix au mètre carré ou au pied carré d'un logement résidentiel. Ça va dépendre. Là. Si vous en allez dans le fond de la Gaspésie où il reste juste un seul commerce, peut-être pas, là. Mais de façon générale, dans les villes moyennes et grandes, le prix est quand même assez intéressant. Si vous êtes capable de changer le locataire à la fin de son bail ou si le locataire s'en va, généralement, bien là, vous avez plus de... Vous pouvez prendre votre temps pour vraiment bien choisir votre locataire qui pourrait peut-être payer plus cher le pied carré. Donc, vous aviez peut-être un fleuriste qui payait 10 $ le pied carré et vous arrivez avec un locataire gouvernemental qui, lui, va payer 22 $ le pied carré, bien, vous venez de louer votre prix au pied carré pour la même superficie. Un autre exemple, on avait, nous, un local de 1200 pieds carrés qu'on a divisé en deux à la demande de la locataire. Donc, elle voulait diminuer sa superficie en deux pour son salon de coiffure, mais je n'ai pas diminué son loyer par deux. Là. Okay, donc, le loyer a peut-être baissé de 25 % par rapport à ce qu'elle payait, mais j'ai loué l'autre 600 pieds carrés au même prix qu'elle. Donc, finalement, j'ai augmenté de 50 % mes revenus. Donc, il y a moyen de créer de la valeur donc, en jouant avec les superficies ou lors de la renégociation des baux ou lors du changement d'usage. Donc, imaginez-vous que vous preniez un immeuble semi-commercial dans lequel vous avez le droit de faire uniquement des commerces de détail. Donc, ils vendent des souliers, des vêtements, des bijoux, donc quelque chose qui vend quelque chose, là, du commerce de détail. Et que vous faites une demande de changement des usages auprès de votre ville, auprès du service d'aménagement du territoire et que vous avez donc un changement de zonage pour avoir le droit d'avoir des bureaux locatifs, pour avoir le droit d'avoir du service, etc. Donc, vous venez d'augmenter vos clients types commerciaux et peut-être que vous allez être capable d'aller chercher un bureau de notaire, un bureau de comptable, etc., qui va peut-être être prêt à payer pour votre localisation et votre immeuble plus élevé qu'un commerce de détail qui
on ne s'en cache pas, les commerces de détail, dans certains cas, vivent certaines difficultés avec la venue là, du commerce en ligne depuis quelques années. Donc, c'est en transformation. La capitalisation, donc la rapidité avec laquelle on va rembourser notre crédit ou notre prêt, donc la partie du capital du prêt, elle se fait plus rapidement que dans un immeuble résidentiel. Ça, c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit tantôt, où je disais que les prêts étaient plus courts, mais ça vient avec. Hein? Donc, si le prêt est plus court, c'est un désavantage que je disais parce que ça fait que les montants de financement ne sont pas assez élevés. Mais d'un autre côté, on rembourse plus rapidement le capital. Donc, au lieu de rembourser ça sur 25, 30, 40 ans, mais en 20 ans, on va avoir remboursé, à moins évidemment qu'on procède à des refinancements. La durée des baux commerciaux peut être plus longue. Donc, je vous donne des exemples. Moi, j'ai des baux commerciaux. Dans le résidentiel, c'est des baux d'1 an et le locataire peut quitter après 1 an. Dans les baux commerciaux, tout se fait. Okay, moi, j'en ai signé pour 1 an. Souvent, je vais demander 3 ans. Je viens d'en signer un pour 2 ans, 5 ans. On vient d'en signer un avec le gouvernement pour 10 ans. J'en ai signé un avec une société d'État pour 15 ans. Donc, ça va dépendre du type de clientèle également. Est-ce que c'est un nouveau commerce qui va s'établir? Ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas que ça va marcher. Là, on ne va probablement pas prendre un 5 ans parce que s'ils font faillite dans 2 ans, bon, ça ne donne rien d'avoir un bail de 5 ans. Il va falloir que j'aille saisir leurs actifs personnels et tout. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là. Donc, dépendamment du locataire, ça peut être très rassurant. Donc, avoir une clinique médicale qui vous fait un bail de 15 ans, wow! Okay, donc, de 1, pour vous, wow! 2, la banque, wow! La banque va vraiment aimer ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Généralement, quand ça dépasse 5 ans, il va y avoir des options de renouvellement. Donc, nous, on en a un sur 15 ans. Les premières 5 années viennent de s'écouler et le locataire vient de dire qu'il déclenchait la première option, finalement, donc pour l'année 6 à 10. Donc, pour la deuxième tranche de 5 ans. Donc, moi, je n'avais pas le choix de l'accepter ou de le refuser. C'était déjà négocié il y a 5 ans. Là. Donc, j'ai dit, on renouvelle pour 5 années suivantes. Et dans 5 ans, il va pouvoir partir ou quitter et il va pouvoir m'aviser pour dire soit qu'ils acceptent ou qu'ils refusent. Donc, soit qu'il y a des renégociations de prix ou pas. Dans notre cas, c'était déjà tout négocié à l'avance. Donc, ça peut être vraiment intéressant et il y a plus de stabilité. Donc, on n'a pas à relouer ça à chaque année. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Encore là, ça va vous demander un certain effort, c'est-à-dire que votre locataire, vous allez devoir bien le choisir. On peut avoir une flexibilité dans les usages. Hein? Donc, les usages, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc, dire par exemple, j'ai un commerce de détail, j'ai du service, donc un comptable, un notaire. Je pourrais avoir des bureaux, je pourrais avoir des cliniques médicales, je pourrais avoir des dentistes, etc. Donc, il y a différents usages qui sont permis. Les usages, ça peut être aussi un usage résidentiel parce que moi, je parle d'immeubles semi-commercial. Quelqu'un me disait tantôt dans Facebook semi-résidentiel, hein, ça va dépendre de la proportion commerciale et résidentielle. Je ne pense pas que c'est un mot qui existe. Là. On peut jouer sur cette flexibilité-là. Donc, c'est un immeuble qu'on a acheté, nous, en 2019. Donc, on a fait faire des plans d'architecte. Donc, on avait, vous voyez du côté gauche ici, là, où il n'y a pas de fenêtre dans le haut à gauche, c'était une voûte de 2 étages en béton pour entreposer des manteaux de fourrure. Donc, il y avait un commerce de fourrure au rez-de-chaussée également, qui prenait toute la superficie pratiquement là où c'est écrit manufacture. Nous, on a joué sur les usages. Donc, on a fait une demande à la ville pour changer les usages de ce tronçon de rue-là pour pouvoir transformer une partie de notre immeuble en 100% résidentiel. Donc, on a acheté à un prix bas. On a obtenu un changement d'usage. On a diminué par 2 la superficie commerciale et on a transformé le reste de l'immeuble en 100% résidentiel. Donc, cette flexibilité-là d'ajouter des logements, de subdiviser des locaux, de pouvoir varier votre type de commerçant que vous avez, mais ça peut vraiment être un avantage de 1 pour vous, l'investisseur, pour la banque. Donc, dans notre cas, passer d'un immeuble qui était 80% commercial à un immeuble qui se retrouvait maintenant à 25% commercial, bien, on a créé des logements pour la communauté. On a eu un meilleur financement. On a été capable de le financer, je pense, sur 40 ans avec la SCHL. Donc, on a eu des meilleures conditions de financement. Donc, on a acheté bas et on a refinancé une fois que c'est optimisé avec des meilleures conditions. Et on se qualifiait pour dire qu'on rentrait dans les critères d'un immeuble résidentiel. Souvent, ces immeubles-là, on ne commence pas par ça. Hein. Quand on est un investisseur immobilier, généralement, on va commencer avec un plex, un multilocatif, etc. Et on dirait que, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai des immeubles trophées
Donc, des immeubles que je n'ai pas encore, mais des immeubles trophées que je veux posséder un jour, qui sont extrêmement bien situés, donc généralement sur le coin des artères principales dans les villes. Donc, je dis, les immeubles semi-commerciaux sont souvent situés dans des emplacements stratégiques et ces immeubles-là, ben, ils ont une valeur qu'on peut soit qu'ils ont perdu leur valeur, mais qu'on peut aussi leur recréer. Mais comme ils sont tellement bien positionnés, on le dit en immobilier, location, 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 emplacement, emplacement, emplacement. Donc, je pense que c'est un des avantages. Souvent, historiquement, ils étaient très bien positionnés dans les villes, ces immeubles-là. Donc, ça reste des immeubles qui vont, s'ils sont bien gérés là, et bien administrés, conserver leur valeur dans le temps. Le fait de posséder des immeubles semi-commerciaux, et ça, c'est très personnel à moi, mais quelqu'un m'a écrit la même chose tout à l'heure sur la page Facebook, ça peut aider à contribuer à revitaliser un secteur dans une ville ou dans un village. Donc, je dis contribuer à revitaliser une artère commerciale, une rue commerciale ou tout un secteur parce que peut-être ça avait été négligé. Et ça, c'est un problème que je vois dans toutes les villes du Québec et un peu partout en Amérique du Nord, dans les petites villes. Souvent, les propriétaires, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les propriétaires de ces immeubles-là avaient un commerce au rez-de-chaussée, finissent par fermer leur commerce, vont louer à un autre commerçant, vont partir à la retraite, etc. Peut-être qu'ils vont vendre leur immeuble à un investisseur qui est juste un investisseur, il n'y a pas de commerce à lui dedans. Et moi, j'ai vu des cas où les investisseurs, ils s'intéressent à leur building à eux, mais ils ne s'intéressent pas nécessairement à développer l'artère commerciale. Et quand on est dans l'immobilier semi-commercial ou commercial, il faut avoir un peu, je l'ai déjà dit dans des articles, ceux qui ont déjà lu ça, là, un esprit un peu de centre d'achat, la réflexion de centre d'achat. Tu sais, dans un centre d'achat, ça va prendre des commerces qui vont vraiment attirer la clientèle. On va les mettre aux deux pôles du centre d'achat, puis au milieu. Puis ça va prendre un resto et un café et des trucs pour les enfants. Mais une rue commerciale, c'est la même chose. Donc, si on est capable d'avoir cette réflexion-là, donc c'est une des raisons pour lesquelles moi, sur l'artère commerciale, où j'ai beaucoup d'immeubles semi-commerciaux, on essaie d'en acheter plusieurs. C'est pour essayer de revitaliser le secteur également, puis de prendre un peu le contrôle pour être capable d'avoir une valeur ajoutée qu'on va créer là-dedans et revitaliser. Et là, ça a un effet d'entraînement. Hein. Donc, nous, on avait un petit tronçon de rue où tous les commerces, sauf un, étaient fermés il y a 4 ans. Ben maintenant, on a acheté 3 de ces buildings-là sur 6 et maintenant, tout le tronçon est plein. Et on a revitalisé les façades, on a trouvé des bons locataires qui amènent du dynamisme dans le coin. Donc, ça peut vraiment aider également à augmenter la valeur de votre immeuble, mais également à contribuer à ce qu'un petit bout de rue redevienne vivant également. Donc, je vous montre également, ça c'est notre dernier projet qu'on a terminé au mois de février de cette année. Donc, à cette date-ci, l'année passée, l'immeuble ressemblait à ce que vous avez à gauche. Donc, c'est un immeuble qui avait été, l'extérieur, je ne sais pas, là, avait été peut-être rénové il y a 30-40 ans. Très, très bien positionné. Et nous, on l'a complètement. Donc, le local commercial que vous aviez au rez-de-chaussée était vacant depuis 4 ans à peu près. 4 ans, 5 ans. Donc, nous, on a payé un prix bas. Ça nous a pris du temps et beaucoup de travail pour trouver un locataire commercial. Donc, maintenant, on a reloué au gouvernement du Québec. Donc, on a remporté un appel d'offres public. Donc, c'est beaucoup de travail. Les travaux ont duré quand même très longtemps. Et on a un immeuble maintenant avec un super locataire et on en a profité pour refaire la façade. Donc, on revitalise l'artère commerciale. On donne un nouvel attrait à ce bout de rue-là et ben, j'ai un bail de 10 ans avec une clinique médicale, là, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, on est très fiers de ça. Donc, moi, c'est le genre de projet que j'aime, mais je vous le dis, ce n'est pas nécessairement facile faire de l'immobilier semi-commercial. Il faut vraiment être créatif. Et dans toutes les villes du Québec, là, moi, j'en ai plein dans ma petite ville, là, il y a des immeubles très bien positionnés, vacants. 2, 3 étages, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, vacants, les vitrines barricadées. Et là, il faut vraiment, promenez-vous dans vos villes et regardez ces immeubles et dire qu'est-ce qu'on aurait besoin en tant que communauté, qu'est-ce qu'on aurait besoin là. Et là, il faut faire de la prospection. Mais au lieu de faire la prospection d'immeubles, on va faire la prospection de locataires. Donc, il va falloir démarcher pour aller convaincre des commerçants de s'y établir. Peut-être des commerçants qui sont établis dans un autre village, dans une autre rue, etc. Et dire, écoute, voici ce que j'ai pour toi. Et là, la beauté d'un bail commercial, c'est qu'on est capable de faire à peu près ce qu'on veut dans cette négociation-là. Il veut 1 an il veut 1 an de loyer gratuit, 6 mois de loyer gratuit. Il veut que le propriétaire paye pour les travaux ou qu'il subventionne une partie. On est capable de négocier à peu près n'importe quoi. Il faut que ce soit gagnant-gagnant et pour le commerçant, et pour le propriétaire immobilier, et pour le tronçon de rue.
Donc, il faut vraiment réfléchir comme ça en immobilier semi-commercial. J'espère que j'ai réussi à vous allumer une ou deux idées dans cette présentation d'une trentaine de minutes. Ouvrez vos horizons. Donc, oui, les plex, oui, les immeubles 100% résidentiels ou les multi-logements, mais ne négligez pas ou ne passez pas par-dessus automatiquement les semi-commerciaux. Le défi qu'on a présentement et que j'ai présentement, je ne m'en cache pas, c'est que le financement est très difficile. Okay? Donc, il faut voir c'est quoi le projet, comment on peut l'optimiser et surtout comment on va être capable de l'acheter. Donc, comment est-ce qu'on peut faire contribuer le propriétaire à ça et où y aller avec des partenaires, des balances de prix de vente, des prêteurs privés. Mais il faut vraiment, vraiment bien calculer parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés dans le commercial, semi-commercial, qu'on ne peut pas se tromper, mais vous en avez, et il va en avoir de plus en plus, je pense, des opportunités dans les immeubles semi-commercial. Donc,